Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actuel, au sommaire de ce numéro. Un congé menstruel en cas de règles douloureuses, c'est le projet du gouvernement espagnol. Mais cette mesure pionnière pour les droits des femmes pourrait aussi les pénaliser. Pour la deuxième fois de son histoire, la France a une première ministre, Elisabeth Borne. Le fait qu'elle soit une femme a largement été commenté et montre à quel point il existe une marge de progression pour l'égalité en politique en Europe. Et tout au long de ce numéro, nous aurons le plaisir d'être avec une icône de la nouvelle génération féministe, la photographe et réalisatrice Charlotte Abramoff. Entretien à suivre. Mais pour commencer ce débat, en Espagne, le pays pourrait mettre en place un congé menstruel, une mesure qui s'inscrit dans un projet de loi plus vaste pour renforcer les droits des femmes. Regardez. Une douleur intense, ressentie dans le bas-ventre et la région lombaire. Chez certaines femmes, cette souffrance s'accompagne de migraines et de nausées. Pour d'autres, il est parfois même impossible de tenir debout. Ce mal, les scientifiques l'ont baptisé dysménorrhée. Nous parlons communément de règles douloureuses. Face à cette réalité, l'Espagne propose d'inscrire dans la loi un congé menstruel, un arrêt illimité, totalement financé par l'État. Plus besoin d'aller au travail en ayant mal, plus besoin de prendre des comprimés ou de devoir cacher le fait d'avoir mal et d'être incapable de travailler ces jours-là. Une proposition plutôt bien accueillie ici à Barcelone. Ce serait bien que la loi passe, parce que beaucoup de femmes souffrent. Ça me semble parfait. Si la proposition est approuvée au Parlement, l'Espagne pourrait devenir le seul pays européen à adopter une telle mesure. Ailleurs dans le monde, des États ont déjà franchi le cap. Le Japon l'a fait dès 1947. C'est à l'employeur de déterminer le nombre de jours d'arrêt et ce congé n'est généralement pas rémunéré. En Indonésie, cet arrêt est porté à 2 voire 3 jours par mois. Des absences payées, tout comme en Zambie, où les femmes ont droit à 1 jour par mois, là encore rémunéré. Aux États-Unis, au Royaume-Uni et en France, pas encore de législation. C'est aux entreprises de prendre la décision d'accorder ou non un congé menstruel à leurs salariés. Quelques sociétés l'ont fait, mais là encore l'idée a ses limites. Pour un certain nombre d'associations féministes, le risque de stigmatisation des femmes est réel, notamment dans le milieu professionnel. On a déjà des lois en Europe, en France, contre la discrimination à l'embauche. On sait que ça existe toujours. Et du coup, ça va être encore une fois une autre raison pour une discrimination à l'embauche. Ça peut aussi rompre le secret médical au travail. Et ça peut pénaliser les femmes. Pour d'autres, il faut surtout aller plus loin et investir dans la recherche scientifique afin de trouver un traitement pour en finir avec ces douleurs liées aux règles. Charlotte Abramoff, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez 28 ans. Vos images ont été révélées au grand public avec le clip d'Angèle Balance ton quoi. Depuis, vous avez conçu entre autres un manuel d'éducation sexuelle pour une série de Netflix. Vous avez réalisé un court-métrage sur les violences domestiques pour Arte. Récemment, votre travail est devenu plus intime. On va y revenir. Mais d'abord, peut-être une réaction à ce projet de loi sur des congés menstruels. Bonjour déjà. Merci beaucoup pour l'invitation. Je pense que c'est une question intéressante déjà pour qu'on conscientise cette réalité des douleurs qui sont pas normales et que voilà qu'on se rende compte que c'est une question de santé publique. Après en effet à voir quelles sont après les retombées économiques et les effets de stigmatisation. Mais je pense que c'est important aussi de parler aussi de précarité menstruelle et en tout cas qu'on se rende compte que voilà que les règles c'est une réalité. Et que c'est une première nécessité en fait. Oui, la ministre espagnole disait elle veut briser le tabou des règles. Ça fait aussi partie de votre démarche. En fait, dans votre travail, vous mettez en valeur, en lumière, ce qui a longtemps été caché du corps des femmes, les règles notamment, leurs défauts aussi, leurs plaisirs parfois, en particulier dans une première exposition solo à New York l'an dernier, ou dans le clip Clit is Good. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre démarche par rapport au corps féminin en particulier ? Ma démarche, elle a commencé par le corps parce que j'ai commencé la photographie quand j'étais adolescente et je pense que le corps, c'est une thématique assez importante à cette période-là puisqu'il y a plein de choses qui changent, autant physiquement que même le regard des autres. Et dans un premier temps, je ressentais en fait dans les représentations, dans les magazines, etc., une espèce de mono-représentation finalement, déjà d'un idéal unique de beauté, mais aussi toujours dans une position en fait de désir ou de séduction, ou voilà une injonction à rentrer dans des normes très serrées
qui sont en fait établis par un regard plutôt masculin. Et ce qui m'intéressait, c'était déjà de pouvoir un peu me libérer et puis libérer peut-être d'autres femmes aussi sur ce rapport au corps, le fait qu'on puisse exister au-delà de ce regard hypersexualisant. Donc j'avais envie de questionner cette hypersexualisation et dans un second temps finalement de traiter aussi la réappropriation du corps par le désir et le plaisir. Et au final, je pense que ce qui est central dans mon travail, c'est de faire des femmes des sujets et qu'elles embrassent leur corps et aussi qu'elles soient indépendantes et maîtresses de leur corps parce qu'il est encore malheureusement trop, trop regardé et voulu et volé par d'autres. Mmh. Vous êtes considérée comme la photographe de la nouvelle génération féministe. Comment vous avez été, vous, sensibilisée à cette question des droits des femmes ? Je pense mes expériences personnelles, familiales, mes rencontres aussi, mes amis, notamment Ophélie Sec, qui est une personne très proche de moi, qui travaille avec moi aussi sur tous mes projets. Et c'est vrai que c'est une conscience plus politique que je développe au fur et à mesure, parce que finalement, notre intime est politique. Alors, on va continuer à parler de votre travail, mais d'abord, on va revenir à une décision, une nomination qui a été très commentée en France, celle d'Elisabeth Borne, deuxième femme première ministre en France. Comment elle se situe par rapport à l'Europe ? Regardez. Sur la photo de famille des dirigeants européens, comme ici à Versailles en mars, elles sont très largement minoritaires. Aujourd'hui, en plus d'Ursula von der Leyen qui préside la Commission européenne, seuls 5 gouvernements dans l'UE sur 27 sont dirigés par des femmes, toutes dans des pays du nord de l'Europe. C'est le cas au Danemark, en Estonie, en Lituanie, mais aussi en Suède et en Finlande. Je n'ai jamais pensé à mon âge ou à mon genre. Je pense aux raisons pour lesquelles je me suis engagée en politique et ces choses grâce auxquelles nous avons gagné la confiance des électeurs. J'ai été élue première femme, première ministre de Suède. Et je sais ce que ça signifie pour les filles qui grandissent dans notre pays. Avant elle, Margaret Thatcher au Royaume-Uni, puis Angela Merkel en Allemagne ont exercé le pouvoir sur la durée sans jamais faire de leur genre un argument politique. Peut-on dire que les femmes ont un style politique complètement à part ? Je ne crois pas. De Margaret Thatcher à Hillary Clinton, en passant par Christine Lagarde ou moi, nous sommes très différentes les unes des autres, comme le sont Barack Obama, Nicolas Sarkozy ou David Cameron. Je ne veux pas me laisser coller une étiquette. En France, après Édith Cresson en 1991, Elisabeth Borne n'est que la deuxième femme sous la Ve République à diriger le gouvernement. Alors, à noter également cet accord historique aux États-Unis pour l'égalité entre femmes et hommes des sélections nationales de foot. Rappelons que les Américaines sont quadruples championnes du monde et se battent depuis des années contre leur discrimination salariale. Elles ont aussi obtenu un système de primes identique et un mécanisme analogue des partages de revenus commerciaux. Charlotte Abramov, je ne sais pas si vous vous intéressez à la politique ou au foot, mais je pense qu'avec une sensibilité féministe, ces informations ne doivent pas vous laisser totalement indifférente. Non, c'est vrai. Je pense que c'est important que les femmes puissent accéder de plus en plus à l'espace public et aussi à des formes de décision. Après, il faut aussi, évidemment, pas tomber dans l'essentialisation et se rendre compte que une femme peut avoir aussi des idées politiques compliquées. Donc voilà, c'est toujours faire attention de ne pas considérer les femmes comme un groupe monolithique, mais évidemment comprendre leur importance. Alors revenons à votre travail. Un des plus récents et le plus intime peut-être est celui sur votre père et le cancer qu'il a affecté. En quoi la photographie vous a aidé à surmonter cette épreuve ? Alors, ce qu'il faut savoir dans le cas précis de mon père, qui s'appelait donc Maurice, c'est qu'il a eu un cancer, mais surtout, il a traversé un coma qui lui a laissé des séquelles neurologiques. Donc, au final, c'était surtout ces séquelles neurologiques-là qui étaient dans un quotidien d'une personne âgée dépendante assez compliqué. Et en fait, la photographie, ça m'a aidé à prendre du recul sur la situation, finalement, à ne pas subir la maladie, mais à me dire, OK, comment j'apprivoise mon père avec ses séquelles, mon père diminué, et comment en fait je viens créer une histoire. Et aussi, ce qui était intéressant, c'était l'effet que ça lui faisait sur lui, c'est-à-dire que dans un quotidien un peu morose de personnes âgées, un appareil photo, il y a quelque chose de ludique, et puisqu'il n'était pas toujours à même de parler, l'appareil photo, c'était quelque chose qui captait tout de suite son attention, qui nous permettait une autre manière de communiquer. Et par exemple, pour un exemple précis, moi-même, ça m'a permis aussi de le stimuler
stimuler de diverses manières. Par exemple, vu qu'il n'avait pas toujours ses réflexes, je me suis dit, grâce au projet que j'ai fait sur lui, mais qu'est-ce qui se passe si par exemple j'essaye de le faire écrire? Et c'est grâce au projet artistique finalement que je me suis dit, je vais mettre une feuille devant lui, un crayon, et peut-être qu'il va écrire. Et en effet, il a écrit des choses. Donc c'était vraiment une dynamique positive et créative qui me permettait finalement de presque être inspirée par sa maladie et ses séquelles, et d'en faire une poésie que j'accepte et que j'épouse comme elle est, plus que d'être dans une frustration, un deuil ou une mélancolie constante et une forme de colère, quoi. Un travail très touchant en tout cas. Alors en ce moment vous exposez à Paris votre dernier projet commandé par l'UNESCO et la Maison Guerlain sur les apicultrices. C'est un univers que vous ne connaissiez pas particulièrement. Qu'est-ce que vous avez découvert? J'ai découvert tout en fait, parce que j'ai l'impression que de manière générale, c'était mon cas, les abeilles, on sait qu'elles font du miel et qu'elles piquent, mais on ne se rend pas compte le rôle essentiel qu'elles ont à la vie. Elles sont là depuis des millions d'années, bien avant nous. Elles ont même survécu à l'extinction des dinosaures. Donc c'est quand même un animal fantastique et qui est capital pour nous, parce que sans pollinisation, on n'a plus de plantes à fleurs. Sans plantes à fleurs, on n'a plus d'alimentation. Et au-delà de nous, petits humains qui n'auront plus rien à manger, c'est tout l'écosystème de la vie en fait qui est en danger. Donc c'est super important de se rendre compte que nous sommes interdépendants des abeilles, et que aujourd'hui, à cause de notre système et de l'activité humaine, les abeilles sont affaiblies et donc ont besoin aussi des humains pour les maintenir et sauvegarder l'espèce. Donc ce projet-là m'a appris tout ça, et j'ai vraiment voulu faire quelque chose de beau mais aussi de pédagogique, parce que je pense que c'est à la portée de tout le monde, et que en tout cas c'est aussi une conscience qui nous rappelle notre lien à la nature, à la terre, et qui est super important parce qu'on va tous mourir sinon. Un projet tourné en tout cas vers l'avenir. Merci beaucoup Charlotte Abravanov. C'est à découvrir jusqu'à fin juillet, je crois. C'est ça, jusqu'au 22 juillet à la Maison Guerlain. Voilà, merci beaucoup. On va continuer à suivre avec beaucoup d'attention votre travail. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous sur nos réseaux sociaux. À très vite. L'info continue sur France 24.